Bonjour à toutes et à tous. Pour cette dernière leçon de l'année universitaire 2021, nous quittons les Pyrénées pour aller dans une autre montagne, en l'occurrence le massif du Mont Blanc dans les Alpes. Le massif du Mont Blanc est un massif qui se partage entre la France, l'Italie et la Suisse. Et il présente une formidable envolée de montagnes de quelque côté qu'on l'approche, que ce soit de la vallée de l'Arve à Chamonix, de la vallée de la Doire-Balté à Courmayeur, ou que ce soit par le Rhône et Martigny, nous avons là une magnifique envolée de montagnes. Mais auparavant, je voudrais vous donner une demi-page d'égo-géographie. Égo-géographie avec égo, c'est la géographie de chacun des participants qui se considèrent plus ou moins comme géographes. Pour moi, elle commence, cette géographie, précisément dans le massif du Mont Blanc, quand, début juillet 1954, mes parents, cheminots, m'envoient dans une colonie de vacances de la SNCF. Et pour ce premier départ de Bordeaux, après un voyage ferroviaire d'abord en après-midi, soirée et nuit, nous arrivons à Lyon et puis nous allons à Annemasse et enfin le train roule vers Saint-Gervais-les-Bains-le-Fayet. Et là, c'est un enchantement. Il y a le massif du Mont Blanc, on est au mois de juillet, couvert de neige, couvert de glaciers. Il y a ces hautes montagnes et d'où que l'on se tourne, le regard porte sur ces montagnes. Ensuite, c'est un train à voie métrique, aux voitures, on s'en souvient, je m'en souviens, jaune, crème et rouge, qui va nous conduire en montant très dur, d'abord jusqu'à Chamonix et ensuite jusqu'à Valorcine, où je devais rester 3 semaines. Ce fut un premier contact, ce fut un enchantement. L'année suivante, j'allais aux Forges d'Abel en Vallée d'Aspe, confirmation. Et l'année d'après, je revenais à Valorcine, reconfirmation. Près de 70 ans après, c'est toujours la montagne qui me passionne, et plus particulièrement la géographie des montagnes et des hautes terres. Je ferme là cette page d'égo-histoire et je passe à la leçon proprement dite avec un texte de départ que j'ai tiré d'un livre de M. Henri Rougier que je cite en bibliographie, laquelle bibliographie vous trouverez à la fin du PowerPoint, à la fin de la leçon. Lisons ensemble. Chamonix, à 1035 mètres, au fond de son ange glaciaire, est dominé de près de 3800 mètres par le toit de l'Europe, entre guillemets, toit de l'Europe, dont elle ne voit d'ailleurs pas exactement le sommet, et c'est exact, puisque la vallée, même si elle est à Noge, est fort encaissée. Je reviens au texte. Car la particularité du Mont Blanc est d'être un dôme glacé, dont on observe depuis la ville que les pentes septentrionales qui s'achèvent vers le haut, et voici le Mont Blanc ici, par une configuration en courbe parfaite. Jamais à court d'expressions imagées, Raoul Blanchard, je laisse le texte pour vous dire que Raoul Blanchard est un géographe entre-deux-guerres et années 50, qui a été le fondateur de l'Institut de géographie alpine de l'université, de la toute jeune Université de Grenoble. Je reviens au texte. Raoul Blanchard a vu dans le sommet du Mont Blanc l'échine d'un lourd cétacé. Bon, on le laisse propriétaire de son observation et je souligne l'échine du lourd cétacé avec la flèche de mon PowerPoint. Toujours est-il que du haut de ces 4808 mètres, depuis on a revu un petit peu l'altitude, nous y reviendrons, le plus haut sommet des Alpes toise les paysages chamonniers, le paysage chamoniard. Paysage, hein, on fait de la géographie. Cependant, c'est tout autant les aiguilles qui lui font cortège, et les voilà, les aiguilles de Chamonix, et les grands glaciers qui dévalent sur le vaste Hubac,
les grands glaciers. Voilà en particulier la mer de glace, mais nous voyons ici le glacier des Bossons, nous voyons ici le glacier de Taconaz. Lubac, c'est le versant qui est à l'ombre par rapport au soleil. On le voit sur la photo avec les ombres portées. Lubac, de l'autre côté, on est en Italie, nous allons le voir, c'est l'Adré. Nous autres, dans les montagnes d'Occitanie, nous disons Lumbrette au lieu de Lubac. Et les gens de Chamonix, ils disaient pas Lubac, ils disent l'Anvers. Et donc l'Adré, nous on dit la Soulane, et les gens de Courmayeur, de l'autre côté, ils disent l'Endroit. Donc un vaste bac du massif qui font le prestige paysager des lieux. Et comme le texte était trop long, je l'ai réparti sur une deuxième diapositive. L'anglais John Ruskin. John Ruskin, c'est un anglais très esthétisant, ami de Marcel Proust. Celui-ci a traduit quelques-uns de ses ouvrages. L'anglais John Ruskin, fin 19e, donc début 20e, fasciné par les Alpes qu'il dénommait cathédrale de la Terre, préférait de loin les aiguilles de Chamonix au Mont Blanc. Et voilà les aiguilles de Chamonix que je vous ai déjà montrées dans la diapo précédente, mais que l'on voit mieux ici. Elles sont vues de l'autre côté de la vallée de Chamonix depuis le Brévent. Les aiguilles de Chamonix au Mont Blanc, grâce à leur hardiesse, la verticalité de leurs parois, les glaciers suspendus qui les recouvrent partiellement, ils voyaient dans leur configuration des flèches de cathédrale, alors que Raoul Blanchard, toujours le même, en fera un alignement de sentinelles et que plus récemment, je les compare, dans le même article que celui que je vous cite, je les compare à une sorte de skyline rappelant celle des buildings new-yorkais. C'est le titre que j'ai mis d'ailleurs à cette diapositive. En reliant le texte, s'ajoute aux aiguilles l'ensemble dru aiguille verte que l'on voit derrière et tout à l'intérieur du massif avec l'ensemble qui va, on le voit mieux là, des grandes jorasses je me suis perdu le texte, mais c'est à l'autre diapo, je vous prie de m'excuser, l'ensemble qui va des grandes jorasses à l'aiguille des géants, dominant le grand bassin glaciaire de la mer de glace. Au total, un cadre unique de hautes cimes, flanqué de glaciers impressionnants, entre autres le célèbre glacier des Bossons, dont la langue descend encore aujourd'hui à 1450 mètres sur l'Ubac du sommet du Mont Blanc. Et effectivement, le glacier des Bossons, que je vous ai montré tout à l'heure, descend du Mont Blanc. Voilà le Mont Blanc et voilà le glacier des Bossons qui en descend, dont elle est issue. Un environnement de haute montagne que complètent au nord l'échine cristalline, elle aussi, des aiguilles rouges. C'est depuis les aiguilles rouges qu'a été prise cette photo, moins élevée, mais d'où la vision panoramique est grandiose. Voilà donc ce texte de Rougier, d'Henri Rougier, que je cite en bibliographie. Vous pourrez le retrouver et aller le chercher. C'est un livre qui est consacré aux montagnes. L'arc alpin, montagne de référence. Donc, le massif du Mont Blanc que nous venons de présenter déchaîne l'intérêt, déchaîne les passions, déchaîne aussi les images fortes. Chacun veut dire très très fort ce qu'il ressent en voyant cette formidable montagne qui s'enlève au-dessus des environs et qui s'enlève au-dessus des contrebas. Alors, le massif du Mont Blanc est relativement restreint en superficie. Il s'étend uniquement sur 400 km². Il est en latitude à 45 degrés 49 minutes. 45 degrés, c'est la latitude de Bordeaux, dont nous avons une montagne qui est plus au nord que nos Pyrénées, ce qui explique bien sûr son englacement. En longitude, il est à 6 degrés 51 est, alors que nous autres, dans les Pyrénées, nous avons le méridien d'origine, le zéro, qui passe par chez nous. Et nous allons voir cette relative exiguïté sur la carte, voyez-vous. Et si on mesure en gros, il fait 34 km
sud-est vers du sud-ouest, pardon, vers le nord-est, et puis il va faire du nord-ouest au sud-est, il va faire 12 kilomètres de long. 34 kilomètres, c'est la distance entre Tarbes et Lourdes, à peu près, un peu plus quand même que Tarbes-Lourdes, et 12 kilomètres, c'est la distance entre le même Lourdes et Argelès-Gazos, pour ceux qui connaissent la vallée du Lavedon. Mais ce massif, très englacé, très élevé, euh, est, est réparti sur 3 pays. D'abord la France, pour l'essentiel, ensuite l'Italie sur la partie sud-est, et puis au nord-est, dans cette partie de la Confédération helvétique qui s'appelle le Valais, c'est la Suisse. Et le Valais retranscrit le nom de la première peuplade qui a occupé cette région. C'est les Walsers, W-A-L-S-E-R, les Walsers en langue alémanique. Et ce massif abrite le Mont Blanc. Il abrite le Mont Blanc, qui est le sommet le plus élevé d'Europe. Alors, vous avez tous appris à l'école que le Mont Blanc, c'était 4807 mètres. Et si vous avez dans vos collections de vieilles cartes postales, conservez-les bien, parce qu'elles sont des documents historiques qui donnent un fait inexact. Les récentes mesures font état de 4808,72 mètres relevés en 2015, mais je suis certain qu'il y aura d'autres mesures, d'autres relevés qui vont nous modifier la taille du Mont Blanc. Alors on dit que c'est la montagne la plus élevée d'Europe. Le voilà depuis le Brésil. Non, pas tout à fait, puisqu'en Europe, à la limite, à la charnière, et toujours dans les mêmes dispositifs de tectonique de plaques que nous allons découvrir dans le reste de la leçon, nous avons le Caucase avec plein de sommets qui sont supérieurs, dont l'altitude est supérieure à celle du Mont Blanc, ce Caucase qui culmine à l'Elbrouz à 5642 mètres, dans des paysages de haute montagne englacée qui ressemblent beaucoup à celles du massif du Mont Blanc. Pour ceux qui suivent les cours de géographie du lundi soir depuis de nombreuses années, il y a eu, souvenez-vous, en 2015-2016, une leçon sur le Caucase que j'avais intitulée Le Caucase, haute montagne et piémont. Et pour ceux qui ne s'en souviennent pas ou qui n'étaient pas là ou qui voudraient y revenir, je tiens à leur disposition la préparation, le PowerPoint, la bibliographie. Vous trouverez mon adresse électronique pour me les demander en bas de la bibliographie qui elle-même se trouve à la fin de l'actuel, du présent PowerPoint. Donc, le toit de l'Europe, on va dire le toit des Alpes, on va dire le toit de l'Europe occidentale, et en vérité, ce Mont Blanc, du fait de son caractère compact, du fait du peu de vallées à eau vive. Je dis bien à eau vive, parce que les vallées englacées, mer de glace, glacier du Miage et tous les glaciers suspendus, Bosson, Taconave, Trian, que nous avons sur le massif, c'est autant de vallées, mais c'est des fleuves de glace et pas des fleuves d'eau vive. Donc, nous avons, pour le limiter en eau vive, la vallée de l'Arve qui prend sa source au col des Montées et qui arrose Chamonix. Nous avons ensuite la Douare Baltée et la Douare de Viry qui convergent à Courmayeur et qui vont ensuite aller se jeter dans le Pô, on y reviendra. Et puis tout à fait au sud-est, nous avons le torrent des Glaciers qui va rejoindre Bourg-Saint-Maurice. Donc, ce massif du Mont Blanc, qualifié de toit de l'Europe, tout comme l'Himalaya est qualifié de toit du monde, est entré, mais avec force, dans le monde des représentations comme un objet géographique de premier ordre. Et cette entrée dans le monde des représentations a commencé avec la première ascension du Mont Blanc. C'était
exactement à la fin du XVIIIe siècle, le 8 août 1786, par le col des grands mulets, c'est-à-dire cet itinéraire qui part de Chamonix et qui va monter par là pour accéder en haut du Mont Blanc, par le col des Grands Mulets. Deux habitants de Chamonix, éleveurs, paysans, mais aussi guides de montagne pour les premières personnes qui venaient visiter, mais il faut bien le dire, elles étaient rares. Je vous donne leur nom, Jacques Balmat, Michel Paccard, et en 1876, le 8 août, ils montent et surtout ils en reviennent. Voilà. Et donc, depuis ce jour-là, le Mont Blanc n'a pas été arrêté de se construire comme un objet géographique, et cette construction se continue encore de nos jours. Alors, le moment est venu de clore l'introduction de cette leçon en présentant d'abord la problématique, ensuite le plan. La problématique va consister à paysager ce massif compact, c'est-à-dire à voir ses différents aspects, à bien le connaître. Le mieux, finalement, c'est de prendre pour s'y retrouver une carte Michelin comme celle-ci. J'ose pas trop vous la montrer parce que apparemment elle est un petit peu ancienne. Je pense que les numérotations ont changé. Alors elle est ancienne pour ce qui est du tracé des autoroutes, mais pour ce qui est du tracé du massif du Mont Blanc, elle reste encore valable. Donc, paysager ce massif contact, le replacer dans l'ensemble alpin, et enfin, en troisième partie, à voir, à jalonner les étapes de la construction de l'objet géographique qu'il est devenu dès le XVIIIe siècle et qu'il continue de se faire, de se créer encore à l'époque actuelle. Donc il y aura trois parties. Une très haute montagne pour commencer dans la partie centrale de l'arc alpin, et ça c'est ma première partie. Et effectivement, on va voir que le Mont Blanc appartient en plein dans les Alpes, mais qu'il y a de fortes similitudes quant à sa formation avec les Pyrénées. On verra dans une deuxième partie la construction d'une montagne qui va faire du massif du Mont Blanc un géosymbole universellement connu, et tout particulier du Mont Blanc lui-même. Et puis, dans une troisième partie, on verra les activités humaines et la protection de l'environnement. Donc, une très haute montagne dans la partie centrale de l'arc alpin, et pour commencer, les paysages. Les paysages d'une haute montagne. D'abord, il y a le Mont Blanc éponyme, le 4808 mètres et quelques, dont je vous ai déjà parlé, mais il y en a deux autres. Il y a le Mont Blanc de Tacu, 4248 mètres, et puis le Mont Blanc de Courmayeur, côté italien, 4748 mètres. Et tous présentent des sommets arrondis à leur sommet. Voilà le Mont Blanc, tout comme ce sommet-là arrondi qui s'appelle le dôme du Goûter, qui semble en contrebas, mais qui est quand même à 4304 mètres d'altitude. Et à côté de ces sommets arrondis, nous avons dans ce massif du Mont Blanc des aiguilles et des pics déchiquetés par l'érosion glaciaire et aussi à cause des matériaux qui sont des quartzites, comme nous allons le voir, avec toute une série de pics et d'aiguilles, avec des apics impressionnants. Si vous avez le vertige, n'y allez pas. Le plus souvent, les appellations sont connues du grand public et sont très rébarbatives. Le pic d'enfer, le pic du diable, et on les connaît bien par l'iconographie. Voilà les Grands de Joras, 4208 mètres, et le glacier de Lachaud, qui est un des bras de ce qui va former la mer de glace dans la vallée blanche. Et puis voici l'aiguille verte, 4122 mètres. C'est connu par l'iconographie, on connaît bien les images, c'est connu par les vapeurs, c'est connu aussi par la série de lacs
l'accidentologie en montagne avec des accidents. Et vous le remarquerez en lisant la presse, ça implique toujours ce que l'on appelle le plus souvent, ouvrez les guillemets, des alpinistes chevronnés. Oui, chevronnés, mais cette montagne est hyper dangereuse. Alors, qu'est-ce qu'il faut citer comme montagne? Nous avons déjà cité les aiguilles de Chamonix. Il s'agit d'une vingtaine de pics qui s'étirent entre l'aiguille du Midi, 3842 mètres au-dessus de la mer de glace qui est ici, et puis l'aiguille du Plan qui est ici, un peu plus loin, on ne la voit pas, au-dessus du glacier des Bossons, l'aiguille du Plan, quand même 3673 mètres. Nous avons les grandes Jorasses que j'ai déjà citées et sur lesquelles nous revenons. Et regardez ici la face nord-ouest des grandes Jorasses, elle est quand même spectaculaire. Et puis on voit le travail d'érosion des glaciers qui n'arrêtent pas de racler, de provoquer des éboulements. Il faut se dire que du temps du maximum glaciaire ne dépassait, quand il dépassait, que ces rares pointements que les Inuits au Groenland appellent des lunattaques. Donc, nous avons l'aiguille verte que les chamoniards et les alpinistes appellent la verte. Pourquoi on l'appelle la verte? Opinion partagée, comme d'habitude. Le plus vraisemblablement, c'est un mot d'origine pré-celtique, mais ceux qui l'ont vu avec certains éclairages du soleil, surtout le soir, disent que la neige prend une teinte bleue vers la glace aussi. Alors, cette aiguille verte, 4122 mètres, je l'ai mise avec les itinéraires de montée que l'on va faire dans un temps limité, parce que la redescente est au moins aussi périlleuse que la montée, très ardue à monter. Elle fut grimpée, escaladée pour la première fois par un trio de Britanniques amené par Whymper, exactement, avec l'accent britannique que je n'ai pas, vous l'avez deviné. Whymper, je vous appelle son nom, W-H-Y-M-P-E-R. C'est celui qui a écrit un livre sur lequel nous reviendrons lors de la prochaine séquence, qui s'intitule Les Alpes, terrain de jeu de l'Europe. Et nous verrons combien le titre est judicieux et continue, plus d'un siècle après avoir été écrit, 150 ans après avoir été écrit, continue à se justifier. Quoi qu'il en soit, Whymper, en 1865, avec deux compatriotes britanniques dont je ne vous donne pas le nom afin de ne pas encombrer mon propos, fait la première de cette aiguille verte, et surtout, il arrive à redescendre et arriver entier et vivant au pied, puisque vous le savez, dans ces très hautes montagnes, que ce soit au XIXe siècle comme maintenant, la descente est encore plus dangereuse que la montée. Mais vous avez aussi dans ces aiguilles, comme je vous le disais, l'aiguille du diable, 4114 mètres, l'aiguille blanche de Peuteret, la voilà, 4112 mètres, et puis vous avez l'aiguille de Bionacé, 4052 mètres, la dent du géant, 4052 mètres, et puis enfin les drues. Le petit dru et le grand dru. Le petit dru au premier plan, qui semble plus haut parce que la photographie est prise depuis le Montanvert au téléobjectif très certainement, et le grand dru en arrière. La différence n'est pas formidable, hein. 3754 mètres pour le grand dru, 3730 mètres pour le petit dru. Il se trouve en face du Montanvert. Il se trouve au-dessus du Montanvert, pardon, Montanvert, je vous ai dit l'envers, l'endroit tout à l'heure, Montanvert, en là, on y reviendra, en face de la mer de glace, avec une paroi granitique de
de 1000 mètres de dénivelé, où la pente moyenne est supérieure, la pente moyenne est supérieure à 75%, c'est-à-dire c'est une pente qui est quasiment verticale. Il y a là de fréquents éboulements, c'est une montagne qui travaille. Je vous ai parlé de morphogénèse en action, eh bien nous y sommes, et depuis qu'on compte les éboulements sur le Dru et dans tout le massif, eh bien, sur le Dru, depuis 1905, il y en a eu 9, mais il faut bien dire que ces éboulements deviennent de plus en plus fréquents. Ils sont dus à la sismicité. Nous allons voir que le massif du Mont Blanc est au contact de deux plaques tectoniques, dont il y a des tremblements de terre qui n'arrêtent pas, mais peut-être aussi au réchauffement climatique qui accentue les phénomènes de gel, dégel, de gélifraction et qui fait tomber des blocs de pierre, des blocs de rochers. La rubrique des accidents en montagne dans le massif du Mont Blanc est due à des chutes de blocs de glace, de blocs de pierre, et même avec un casque, eh bien, on en réchappe que rarement. Voilà. Donc, si vous voulez des renseignements complémentaires sur ce réchauffement et cette incidence de la sismicité sur les drues, j'ai cité en bibliographie un article de Ludovic Ravanel qui date de 2009 et qui documente cet aspect des choses. Mais je voudrais surtout pour les drues vous parler dans ces reliefs aussi fragiles que rébarbatifs, de l'exploit réalisé par Walter Bonatti en 1955. Walter Bonatti, italien, né en 1930, décédé en 2011, il s'est représenté sur la partie de droite sur la partie de droite de la diapo devant le Cervin sur lequel il a ouvert une nouvelle course en 1965, mais et c'est d'ailleurs, ça a été une de ses dernières courses. En 1955, il met 6 jours pour gravir en solitaire et on l'observe à la jumelle depuis Chamonix. Il a une veste rouge et il arrive en haut du Petit Dru par le pilier sud-ouest, ouvrant ainsi une nouvelle voie. Mais cette nouvelle voie, elle a disparu parce qu'il y a eu en 2011 un éboulement qui, qui a eu la même année d'ailleurs que le décès de Walter Bonatti, et cet éboulement fait disparaître la voie ouverte par Bonatti. Mais le même Bonatti possède d'autres sommets à son actif. Je vous ai parlé du Cervin, d'autres sommets dans les Alpes, mais aussi dans l'Himalaya, avec le K2, mais aussi dans les Andes. Et c'est un homme, comme souvent ces montagnards qui vont au fond de leur réserve physique, ces alpinistes qui vont au bout de leur force morale. Il a écrit quelques ouvrages et je mets en bibliographie un de ses romans qui a enchanté bien sûr ma jeunesse. Voilà, vous le trouverez en bibliographie et je mets en haut de la diapo une de ses citations. Les montagnes n'appartiennent à personne, c'est bien connu. Les expériences appartiennent à chacun. Voilà, une petite page sur cet homme dont il faut souligner la grande beauté, l'immense courage et les bonheurs d'écriture. Au total, dans ces reliefs aussi fragiles que rébarbatifs, sur le seul massif du Mont Blanc, 48 sommets principaux, entre les 4809 mètres du Mont Blanc et puis les 3501 mètres à l'aiguille du Fou. Et pourquoi je vous cite 3501 mètres? Eh bien parce que c'est à peu près la même altitude que notre sommet pyrénéen, l'Aneto, voyez-vous, dont nous sommes là dans une haute montagne, une très très haute montagne. Et pour ceux qui pratiquent la haute montagne, nous savons combien le dénivelé, même en dizaines de mètres, devient très très important à partir d'une certaine altitude. Donc, une montagne très haute, une montagne peu entaillée par les eaux vives. C'est un bloc de terrain qui a été porté en hauteur avec, pour l'essentiel, des granites, mais aussi des gneiss,
mais aussi des quartzites qui vont nous donner ces dentelles de pic que nous avons vues. Le Mont Blanc ne comporte des torrents que à sa périphérie. Nous avons pour commencer ici l'Arve qui prend sa source au col des Montées et qui va recevoir l'émissaire de la mer de glace qui s'appelle l'Arveyron. Et cet émissaire de la mer de glace, je l'ai repris sur la diapositive, c'est un exutoire, il sort de la mer de glace presque gris, chargé de farine glaciaire, et celles-ci vont se déposer, nous les voyons là, hein. Voilà l'Arve en aval de Chamonix, Chamonix est juste après, avec cette couleur des eaux très très particulière que nous avons dans les Pyrénées que pendant quelques semaines à la fin du printemps, au début de l'été, quand la glace et la neige fondent. Donc, nous avons l'Arve au nord-ouest et les torrents affluents de la rive gauche de celle-ci qui sortent des glaciers et qui sortent des névés. Mais il faut dire que les glaciers et les névés sont eux-mêmes des fleuves de glace. Bon, l'Arve va ensuite se jeter dans le Rhône juste à Genève. Et quand vous allez voir l'immense jet d'eau de Genève, qui est une curiosité touristique, vous passez un cours d'eau, c'est l'Arve, qui se jette là, qui va se jeter dans le lac Léman, où elle va laisser, tout comme le Rhône, ses dernières turbidités glaciaires et fluvio-glaciaires. Et je vous invite, si vous en avez l'occasion, à aller voir la couleur des eaux du Rhône vers Génissia, à la sortie du lac Léman. Ils sont d'un bleu immense, mais on sort de notre sujet. Au nord-est du massif du Mont Blanc, nous avons ici, là, en haut de la diapo, mais si j'allais à la carte, cela serait aussi bien. Nous avons, bon, on ne le voit pas davantage d'ailleurs, nous avons Valorcine qui est ici, qui est derrière, de l'autre côté du col des Montées, avec un torrent qui s'appelle l'Eau Noire et qui reçoit sur sa rive droite quelques torrents qui viennent de la montagne de Balme, et l'eau noire rejoint le Trian qui sort du glacier du Trian, et nous allons avoir le même spectacle d'eau chargée, le glacier du Trian. Nous sommes en Suisse, dans le Valais, et le Trian va se jeter après avoir rejoint la Drance de Ferré. La Drance de Ferré, c'est le fleuve, c'est le torrent qui coule de l'autre côté du Mont Blanc, va se jeter donc dans la Drance qui elle-même rejoint le Rhône. Au sud-est, nous avons en Val d'Aoste, l'Adoire Balté et l'Adoire de Véry, paradis des kayakistes bien sûr avec beaucoup d'eau, mais c'est de la flotte qui a toujours ces eaux bleu-gris. Et enfin, tout à fait au sud-est, nous avons le torrent des glaciers, ici, qui va rejoindre Bourg-Saint-Maurice. Ce que je voulais dire pour conclure sur cette partie et pour manifester que c'est une montagne peu entaillée, c'est qu'il s'agit toujours d'appareils hydrographiques modestes, mais alors qui n'entament pas vraiment le massif du Mont Blanc, mais alors qui crachent en abondance de l'eau de fonte, essentiellement nivale et glaciaire, ce qui donne ces couleurs gris-bleu que j'ai fait remarquer pour chacune des diapos. Et puis, c'est une tonalité qui marque ces paysages de haute montagne englacés, enneigés, enneigés de fin octobre d'ailleurs à fin mai, avec toujours même des chutes de neige. La neige est abondante, nous allons y revenir au cœur de l'été. Et je dirais que cette couleur de l'eau prend une valeur patrimoniale dans la mesure où dorénavant le paysage est pris en compte dans toutes ses composantes, y compris avec les couleurs et les atmosphères. Je terminerai cette présentation des paysages en disant que les vallées actives, les vallées occupées par les hommes, se trouvent en
se trouve en périphérie et je reviens à cette carte hygiène. Vous avez ici la vallée de Chamonix et vous avez ici, pour l'essentiel, la vallée de la Doire de Balté ici, de la Doire de Vérisy, qui converge à Courmayeur. Courmayeur sur le versant sud-est, Chamonix sur le versant nord-ouest, sont toutes les deux nichées au creux de leur vallée. Et voilà ces vallées qui sont glaciaires, ces vallées en forme d'auge, avec des versants très très abrupts des deux côtés, un fond plat de remblaiement. Et je cite notre texte de départ, Chamonix à 1035 mètres au fond de son auge glaciaire et Courmayeur, photo de droite, à 1224 mètres dans son auge glaciaire. Même pour les villes, on est très haut. Chez nous, Gèdre est à 1000 mètres et Gavarnie est à 1200 mètres. Voilà, donc vous voyez, nous sommes très 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 en hauteur. Mais ces vallées regroupent l'essentiel de la population. Si la partie centrale est inhabitée, les périphéries le sont, aussi bien actuellement que dans l'économie traditionnelle. Et elle concentre toutes les voies de communication, et elle concentre les équipements touristiques, et nous avons un problème d'aménagement du territoire sur lequel je reviendrai dans la prochaine séquence. Il m'appartient maintenant de voir, dans la deuxième partie de ce premier grand volet, comment ce massif du Mont Blanc s'est mis en place. Eh bien, le massif du Mont Blanc appartient au massif cristallin externe des Alpes. Les Alpes sont un immense arc qui va de Grenoble, qui va des Préalpes, mais qui va jusqu'aux Carpates. Et nous avons une enveloppe de massifs cristallins. Et pour retrouver ces massifs cristallins, portez-vous sur la couleur rouge. Et je vous ai mentionné ici, eh bien, le Mont Blanc, le voilà, avec un sillon de matériaux plus tendres, c'est là que s'est tracée la vallée. Un autre sillon au sud-est, c'est la vallée de Courmayeur. Et puis encore du cristallin au Brévent que nous avons déjà cité, car il nous sert de balcon pour observer le Mont Blanc proprement dit. Pour davantage d'explications pour cette mise en place de la montagne alpine, j'ai mis en bibliographie, en webgraphie, un article de Frédéric David datant de 2017, édité par l'École normale supérieure de Lyon. Alors, il s'agit de matériaux essentiellement granitiques, mais avec des affleurements de gneiss, de quartzite, qui vont donner les modelés déchiquetés déjà mentionnés. Il s'agit, comme pour les Pyrénées, et voilà la similitude avec nos Pyrénées, d'une vieille montagne datant du primaire, qui a été usée et reusée plusieurs fois, qui a été couverte au secondaire par des sédiments, et qui a été reprise ensuite dans cette orogénie alpine qui commence à la Sierra Nevada et dans l'Atlas, qui concerne les Pyrénées. Voilà notre arc qui comprend le Mont Blanc et puis qui va se continuer, comme je vous le disais, jusqu'aux Carpates. Après, c'est toujours alpin, mais ça ne porte plus le nom d'Alpes. Donc, nous avons là cette très vieille montagne qui a été reprise dans l'orogénie alpine, qui ressemble beaucoup à celle des Pyrénées, avec un affrontement entre la plaque ici en vert, la plaque eurasiatique, et puis des plaquettes que le modèle que je présente appelle des microplaques, la plaque ibérique pour la formation des Pyrénées, la plaquette ibérique, pardon, la plaquette adriatique pour la formation des Alpes. La différence entre les Pyrénées et les Alpes, c'est que le mouvement avec l'ouverture du golfe de Gascogne commence voici 65 millions d'années dans les Pyrénées, alors que dans les Alpes, il ne date que, entre guillemets, de 40 millions d'années, mais à l'échelle des temps géologiques,
et à l'échelle de notre existence, de l'histoire d'abord, de l'histoire de nos sociétés et de nos existences humaines, on voit bien que nous ne sommes là qu'un haussement d'épaule de l'éternité. Donc le Mont Blanc s'étire au contact de ces deux plaques et il va voir les vieux terrains granitiques qui sont ici en rouge portés en hauteur. Waouh! C'est une espèce d'énorme horst qui est porté en hauteur, qui va se casser, bien sûr, et les vallées glaciaires sont sur les cassures, tout comme la vallée de Chamonix et la vallée de Courmayeur, avec porté en hauteur, ça va nous donner ces paysages de dômes du Goûter, sommet du Mont Blanc que j'ai déjà mentionné, et les cassures vont être exploitées par l'érosion glaciaire qui va déchiqueter ces matériaux granitiques, mais aussi ces matériaux gneissiques et quartzitiques. Donc, nous avons là ces modelés de drues, de pics, de dentelles et de cimes, et nous les voyons encore se mettre, continuer de se créer sous nos yeux. Nous sommes dans une morphogénèse en action. Le problème, c'est que les hommes y vont pour leur loisir, pour conquérir des sommets, pour faire de la pratique sportive, même si elle est de haut niveau et réservée aux spécialistes. Ça fait beaucoup de monde dans le massif du Mont Blanc. Alors, cette montagne, eh bien, elle est couverte de glace. Et elle est englacée, il y a des glaciers, et il y a toujours un épais manteau neigeux qui d'ailleurs alimente les glaciers. Alors, sur le massif du Mont Blanc, tel que je viens de vous le décrire, nous avons 43 glaciers au total, 22 du côté français. On a dit que le côté français est sur l'immense versant nord, sur l'Ubac, sur l'Umbret, sur ce que les gens de Chamonix appellent l'Anvers, exposé au nord, 14 glaciers du côté italien, qui est sur l'Androit, qui est sur la Soulane, qui est sur la Drette, vous voyez, je plante tous les mots que l'on peut utiliser, et 7 du côté suisse, là-bas, au nord-ouest, mais il faut dire que la partie suisse est relativement exiguë par rapport à la partie française et à la partie italienne. Et on verra que les Français et les Italiens, encore maintenant, on le voit souvent dans la presse, se chipotent, revendiquent le tracé de la frontière et pour les Italiens pour récupérer les Monts Blancs, les Français pour le conserver. Alors, le plus grand de ces glaciers, le plus célèbre, c'est la mer de glace que je représente ici. Il est mis en icône. Il résulte de la convergence du glacier de Tacul et du glacier de l'Échaud au pied des Grandes Jorasses que nous avons déjà vu, vous pourrez y revenir. Cette vallée va couler sur 12 kilomètres. Élisée Reclus dit que c'est un fleuve de glace Élisée Reclus dans sa géographie universelle, et il a raison. Il coule, on voit les rides de l'écoulement sur la photo, et cette mer de glace couvre à elle seule 40 km². C'est un dixième de la superficie du massif, hein, bien sûr. Sur 12 km, je viens de vous le dire, mais vous notez au passage qu'elle fait presque la largeur du massif du Mont Blanc, et elle sort au niveau de l'Arveyron que nous avons déjà localisé, en exutoire de la mer de glace, et nous sommes là à 1500 mètres. C'est un ensemble spectaculaire. Bien sûr, mise en tourisme, vous vous en doutez, et nous y reviendrons lors de la prochaine séquence, et frappé de plein fouet par les phénomènes de réchauffement climatique, et je vous en parlerai aussi dans la prochaine séquence. Bon, donc, ces glaciers du massif du Mont Blanc, je ne vous les montre pas tous, mais voici sur le versant italien, le glacier de la Brenva
complètement couvert par les caillasses, les rochers, les éboulis qu'il a arrachés sur les parois. Donc ça forme du glacier rocheux, extrêmement dangereux à pratiquer, mais bon, je reste dans le sujet. Ici, le réchauffement climatique n'est pas un mythe, mais attention, il est quand même moins important que dans les Pyrénées. Quoique. Alors, ce danger des glaciers, eh bien, on le voit en particulier pour le glacier des Baussons et pour le glacier de Taconaz, que nous avons vu tout à fait au début de la leçon. Je vous les ai montrés. Voilà le glacier des Baussons, voilà le glacier de Taconaz. Je reviens à mon PowerPoint en essayant de le trouver du premier coup. Voilà, sur la photo numéro 17. Cette lampe de classe s'est rompue. S'est rompue il y a une dizaine d'années suite au réchauffement climatique. Et là, cette partie n'est plus alimentée en glace, n'est plus alimentée que par la neige qui peut tomber. Et cette partie est en train de mourir. Voilà. Mais juste au pied de ces deux glaciers, vous avez le fameux tunnel routier du Mont Blanc qui voit passer des dizaines et des dizaines de camions de jour et de nuit. Voilà. Revenons à de la géographie, revenons au modelé fait par les glaciers, au modelé glaciaire. Alors, nous avons un festival de formes de modelé glaciaire, mais c'est des formes que nous retrouvons dans les Pyrénées. Donc, je ne vais pas vous lire la légende de la carte, du modèle plutôt, de la partie gauche. Cirque, rimaille, moraine latérale, épaulement, ombilique, verrou, moraine médiane, lac, sérac. Les séracs, c'est failles, ces crevasses dans le glacier, langue glaciaire, nous le voyons, le torrent sous-glaciaire, les roches moutonnées quand ça a fondu, mais vous avez les mêmes quand vous montez au Marcado, les Drumlis, la moraine frontale, le Vallum morénique, le glacier rabote, le glacier transporte, le glacier accumule. Nous le voyons ici sur l'autre modèle qui est dans la partie de droite de ma diapositive. Et nous avons des torrents sous-glaciaires qui crachent à tel point qu'il y a sous le glacier de l'Argentière une installation hydroélectrique pour turbiner les eaux de l'inféroflux qui va fonctionner d'ailleurs de plus en plus difficilement parce qu'il y a des modifications sensibles qui se font. Voilà, alors, un petit mot pour les paysages végétaux qui accompagnent ces paysages. Vous ne voyez pas trop de végétation, mais elle apparaît ici, avec des sapins, voyez-vous. Hein, et cette végétation, comme dans toutes les montagnes, elle est étagée, avec étage montagnard subalpin. Voilà le modèle, je n'y reviens pas, nous en avons parlé plusieurs fois pour les Pyrénées, et des modifications consécutives au changement climatique, et puis toute une série d'arbres, d'espèces, de fleurs, et parmi celles-ci, une fleur très précieuse, très difficile à trouver, on l'appelle l'Edelweiss, le pied de lion, l'étoile d'argent, et en gascon, l'immortel, puisque Luz et Nada ont fait une chanson sur l'immortel, je vous prie de m'excuser, et cet immortel est devenu le symbole de la Savoie, le symbole de la Suisse, le symbole du massif du Mont Blanc, et même Goscinny et Uderzo sont passés par là avec la fameuse étoile d'argent que Astérix va cueillir au sommet de la montagne suite à la prochaine séquence. Donc, avant de se quitter, une bibliographie avec l'ouvrage de Walter Bonatti, Montagne d'une vie, les sites web que je vous ai cités, et puis le livre dont est tiré notre texte de départ d'Henri Rougier. Et pour ceux qui veulent la leçon sur le Caucase, eh bien, ce lien, et si vous me le demandez, je vous l'enverrai, bien sûr, le plus rapidement possible. Je vous remercie
de votre attention et je vous dis à lundi prochain pour une nouvelle leçon. Un grand merci.